Pardonner une infidélité, renoncer à sa famille, partir au bout du monde, certains sont prêts à tout par amour. Ava Gardner disait dans ses mémoires, l'amour se mesure à ce que l'on accepte de lui sacrifier. Ah bon? Mais peut-on tout accepter par amour? Cet amour-là est-il toujours aveugle? Quelles sont les limites de l'amour? Comment faire lorsque cette tolérance est à sens unique? Nous en parlons dans cette deuxième partie de Féminin Singulier. J'attends d'ailleurs toujours vos témoignages sur le site internet parenthèseradio.fr et au standard qui est d'ores et déjà ouvert 01 70 62 9000. Mais avant, une information qui nous concernerait, Lionel. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous dirait d'avoir des congés maladie d'amour? Non. Bon, mais je passe à autre chose. Non, parce qu'à Tokyo, dans une compagnie qui commercialise des cosmétiques, les employés peuvent prétendre à des jours de congés payés en cas de chagrin d'amour. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'à leur retour, elles étaient beaucoup plus efficaces. Alors, ça se passe comme ça. À 24 ans, une journée par an. De 25 à 29, 2 journées par an. Et plus de 29, ça fait 3 jours par an, en fait, de congés en cas de chagrin d'amour. On a le droit d'avoir 3 congés d'amour, 3 congés, ouais, c'est ça, d'amour par an? Par an, lorsqu'on a plus de 29 ans. Alors pourquoi? Parce que à 24 ans, c'est plus facile de retrouver un amoureux. Ah bon? Voilà, c'est ce qu'ils disent. Vous pouvez réagir, Mylène Leroy, à cette information. Ils sont fous, ces Japonais. Non, mais en même temps, ils n'ont pas beaucoup de congés, donc c'est peut-être une manière de grappiller. Je trouve ça dingue de dire qu'à 24 ans, c'est plus simple de rencontrer quelqu'un. Enfin, c'est pareil, on est dans les normes, quoi. J'imagine que c'est parce qu'ils se disent que c'est plus facile de séduire à 24 ans qu'à 40, 50, enfin, je sais pas. Tout est question de personnalité, je pense. Je suis pas sûre qu'à 24 ans, on soit plus apte à rencontrer des personnes plus facilement. Enfin bon, ça c'est mon avis. Bon, bref, c'est un petit congé en plus. Après voilà. tout, il faut prouver qu'on a été tyrannisé ou qu'on a été. Dès l'instant où on était en couple et que on arrive au bureau, on dit non, ça y est, c'est terminé, qu'on est en pleurs, etc. Ça suffit largement pour demander le congé. Vous êtes sûr? Ah ouais. Bon, on va passer voir Philippe, il vous attend. Okay. Merci Lionel. Sur cette émission Féminin Singulier, on va être sérieux un petit peu plus longuement maintenant sur cette question de peut-on tout accepter par amour. On parle de choses un petit peu légères, mais là j'aimerais qu'on évoque avec mon invité que j'accueille sans plus tarder, à savoir Yvonne Poncet-Bonissol. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur cette antenne de Parenthèse Radio. Mais merci. Mais je vous en prie. Je dis soyons sérieux quelques instants parce que dans peut-on tout accepter par amour, il y a aussi la question des tyrans et la question des pervers. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage Les pervers pour en finir avec les tyrans et les pervers, paru dans la famille. Dans la famille. Dans l'amour. Exactement. Donc dites-nous un peu qu'est-ce qui a façonné cet ouvrage. C'est parce qu'on se dit finalement c'est le père de mes enfants, donc je reste avec lui, donc je peux accepter l'inacceptable? Alors effectivement, au nom de l'amour, au nom de l'idéal familial, et je dirais même au nom de l'idéal amoureux, on accepte beaucoup de choses par amour et par sens aigu de nos valeurs. Et on accepte souvent l'inacceptable. Mais néanmoins, il est très très important pour se sortir de cet enfer, parce que c'est une forme d'enfer, pour ne pas dire d'enfermement, comme si vous étiez dans une forme de secte avec cet être qui un peu vous pompe énergétiquement. On pourrait d'ailleurs même dire que ces êtres, ces pervers sont des psychopompes. Il est évident que ces êtres sont aussi en souffrance, et ce qui fait qu'on reste avec eux, c'est qu'ils savent pertinemment toucher quelque chose qui est en nous, c'est-à-dire la fibre maternelle ou paternelle, tout ce que vous voulez, mais une fibre parentale. Pourquoi? Parce que les pervers sont des êtres un petit peu qui ont une identité malassive. Cette identité malassive, c'est comme s'ils étaient restés fixés d'une manière un petit peu magique, fixés comme une moule à un rocher. Ils n'avaient pas réussi à accepter de grandir, mais de grandir pour justement faire en sorte d'être dans l'échange. Ils sont quelque part complètement dépendants et refusent de l'être vis-à-vis de la personne qu'ils martyrisent. Donc ça peut être très bien le conjoint, la conjointe, la mère, le père. Complètement. C'est dans la cellule familiale que l'on peut les débusquer. Enfin les débusquer, je sais pas, mais en tout cas les identifier.
Alors, c'est surtout dans la cellule familiale qu'on les identifie, parce qu'un pervers à l'extérieur, il ne se voit pas. C'est ce qu'on appelle bien souvent une forme de psychose blanche, une forme d'autisme émotionnel, d'autisme affectif, c'est-à-dire qu'ils ont une difficulté à aimer comme on aimerait être aimé. Alors, ils sont relativement tyranniques, pour ne pas dire terriblement tyranniques, mais toujours avec leur sphère intime, c'est-à-dire avec la sphère qui le sont les plus proches, c'est-à-dire familiale, leur conjoint, leur père, leur mère. Et il y a aussi des enfants qui sont tyranniques, mais jamais quand il y a des tiers qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça que je parlais de cette dualité tout à l'heure. Quand il y a des tiers, ils sont charmants, ce sont de brillants comédiens, et ils peuvent vous faire passer tout ce que vous voulez, vous faire entendre tout ce que vous voulez, et ils répondent systématiquement à tous vos désirs, ce qui fait que ce sont des êtres charmants. Et bien souvent, vous tombez sous leur charme parce qu'ils savent exactement ce qui est bon pour vous. Ils savent lire d'une manière quasiment, mais alors c'est magique. Ils lisent en vous, de conscience à conscience, ils lisent en vous, on se dit mais c'est pas possible, et on tombe déjà dans leur piège. Donc vous nous dressez là le portrait, l'archétype d'un gourou. Tout à l'heure, nous recevions Catherine Picard, présidente de l'UNADFI, qui nous parlait aussi justement en tant que présidente de l'Union nationale de défense des familles et individus victimes des sectes, où je le rappelle à nos auditeurs. C'est aussi finalement le même schéma. Le même schéma. Et donc dans une famille comme ça, où le pervers est installé, puisque si c'est le père, si c'est la mère et qu'il y a des enfants autour, comment on va arriver à se mettre à distance, à se protéger? Alors, pour se protéger, d'une part, il faut commencer par un élément qui est indispensable, c'est s'affirmer en parlant à l'extérieur. Parce qu'au fond, le pervers, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le pervers, il dit mais je t'aime. Pardon ? Le pervers, il dit mais regarde, je t'aime, je suis le chef de famille, je nourris la maisonnée, et ainsi de suite. Complètement, et d'ailleurs il trouve des témoins pour bien dire à l'extérieur, mais regarde comme je suis un bon mari, ou alors comme je suis une bonne épouse, parce qu'il faut jamais oublier que ça se conjugue au masculin comme au féminin. Oui, non, et puis il s'agit pas dans cette émission féminin singulier d'être sexiste. Regardons les femmes et regardons les hommes, regardons-nous dans les yeux. Alors comment faire ? D'une part, il faut désacraliser cet être qui est idéalisé. La victime idéalise son pervers ou son bourreau ou tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, elle est bourreau d'elle-même dans l'idéalisation qu'elle a vis-à-vis du pervers. Ça, c'est une première chose. Donc, pour ne plus idéaliser, il faut grandir et il faut s'affirmer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut faire introduire un tiers, c'est-à-dire soit des parents, soit des amis, et s'exprimer avec eux, parler, oser dire l'insoutenable. Troisièmement, quand finalement ça devient trop intolérable, faire partie des groupes de parole, mais surtout faire intervenir la loi. Tant qu'on peut, mais attention, on ne divorce jamais d'un pervers tant que le lien n'est pas défait. Et ça, c'est tout un travail de mise à distance du pervers. D'accord, ça veut dire que le divorce, même s'il est prononcé par un juge, le divorce sera pas effectif. C'est pas de ce divorce-là dont on parle. Allô ? Oui, vous êtes là, vous êtes toujours à l'antenne. Allô ? Yvonne Poncet-Bonissol, vous devez être avec nous normalement. Allô ? On a un petit problème de liaison. Je vais demander à Lionel d'essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté. Yvonne Poncet-Bonissol nous a lâchés en route, mais normalement nous devrions pouvoir la rejoindre. Voilà, ce sont les méandres des lignes téléphoniques. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai vu, Mylène Leroy, que vous écoutiez attentivement cette description qui était faite. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir, même quand Yvonne Poncet-Bonissol s'exprime. Réagir, intervenir, dire aussi ce que l'on pense. Cette notion de la perversion, vous en avez parlé tout à l'heure aussi quand on parlait d'une seule pratique sexuelle ou d'une pratique fixation. C'est important ça aussi de le signaler. C'est valable aussi pour les femmes. Je veux dire, on parle des hommes, mais on parle des hommes et des femmes en général. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait. Les pervers sont de grands manipulateurs. Le plus difficile est pour la victime de s'en rendre compte parce que, comme le disait cette dame, ils sont vraiment à l'écoute finalement. C'est quelque chose d'assez magique parce qu'on a l'impression qu'ils lisent en nous. Mais finalement, il y a peu de femmes ou d'hommes qui sont victimes qui se rendent compte de cette manipulation. Et les pervers, de toute façon, ne viennent pas en consultation.
Ce sont des gens qui sont tellement imprégnés par leur sexualité, enfin par leur manière d'appréhender la sexualité, qu'ils s'estiment vraiment heureux de cette manière-là et ne se rendent peut-être même pas compte qu'ils sont vraiment fixés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont la meilleure sexualité au monde et que rien d'autre ne pourrait leur apporter du plaisir. Et puis ce sera encore moins eux qui vont se décrire comme étant pervers. Ah oui, non, c'est sûr que non. Yvonne Poncet-Bonisol, vous êtes de retour parmi nous. La liaison téléphonique est enfin rétablie. Non mais je vous en prie, ce sont des choses qui arrivent et on en a profité avec mon invité, à savoir Mylène Leroy, hein, qui est sexologue, pour parler aussi des perversions, des pervers. Alors c'était très intéressant, vous étiez en train de nous dire qu'on ne divorçait jamais d'un pervers. Alors pour vraiment divorcer d'un pervers, comment faut-il faire ? Non, ou d'une perverse. Alors je crois qu'il faut effectivement mettre le pervers à distance et on ne divorce d'un pervers d'un point de vue juridique que quand le lien est totalement défait. C'est-à-dire quand on a quitté l'emprise. Et parce que si on quitte le pervers trop tôt alors que l'emprise est présente, la souffrance est au rendez-vous et les personnes n'arrivent pas à se reconstruire. Donc c'est progressivement qu'on se met à distance du pervers. Et là, si on divorce rapidement, eh bien on perd tous ses moyens parce que le harcèlement devient terrifiant. Toutes les personnes qui ont divorcé trop tôt, quelque part, ont eu beaucoup de mal à se reconstruire et à retrouver un petit peu de joie de vivre. Dans cette relation entre le pervers et sa victime, il se passe forcément quelque chose. Il ne s'agit pas de culpabiliser les personnes qui sont tombées sous le joug d'un pervers. Attention, hein, loin de moi ce genre d'idée. Mais comment justement arriver à dire non, là maintenant je suis victime et je ne vais pas rester dans la posture victimaire. Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui sont enfermées là-dedans parce qu'elles n'ont pas de possibilité, parce que financièrement elles sont tenues. Ça existe aussi, hein. Oui, complètement. C'est pour ça qu'il faut savoir jouer aussi de temps en temps avec le pervers quand on ne peut pas partir, pour des raisons économiques comme vous l'évoquez. Il faut tout de suite faire un état des lieux. Cet état des lieux, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation de dépendance ou sous emprise d'un être qui est pervers et qui vous a à un moment donné fasciné, ça veut dire que vous réitérez ou vous reproduisez avec lui un lien que vous avez déjà connu. Donc, il est très important de reconnaître le terrain fertile qui vous a permis d'instaurer cette relation. Mais une fois que vous avez compris ça, que vous avez réussi à faire cette lecture, eh bien, vous le mettez déjà à distance, premièrement. Ensuite, il faut bien savoir que ce sont des êtres qui sont des grands comédiens. Et alors, quand vous avez perçu que ce sont des comédiens ou des comédiennes, c'est plus facile de, finalement, les regarder comme des choses un peu vides, des coquilles vides, si vous voulez. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. La psychose blanche, c'est-à-dire ce sont les symptômes qui ne se voient pas. Donc, les considérer un petit peu dans leur aspect pathologique. Donc vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable d'être à côté de quelqu'un de pathologique. Néanmoins, s'il vous a choisi, c'est parce que vous étiez généreuse, c'est parce que vous étiez pleine de vitalité, c'est parce que vous avez de la spiritualité, c'est parce qu'il y avait de la vie en vous. Ils ont quelque chose de mortifère et ils sont obligés, tels les vampires, d'aller vers des gens qui sont générateurs de vie afin qu'ils puissent se ressourcer. Donc pour en finir avec les tyrans et les pervers, c'est le titre de votre ouvrage, hein, paru chez Chiron. Oui, non, mais dans la famille. En plus, ça tombe bien parce qu'on est sur Parenthèse Radio, hein, la radio talk 100% famille. Et justement, est-ce qu'un pervers peut guérir ? Non. Alors, ça paraît très lapidaire comme ça quand je dis qu'un pervers ne peut pas guérir. Non, mais c'est important de laisser le temps à cette réponse parce que ça veut dire que finalement, dans une famille où J'ai envie de dire, il peut évoluer, il peut s'adoucir. Mais quelque part, sa difficulté à aimer, sa difficulté à partager, sa difficulté à communiquer, sa difficulté à être empathique, à avoir de la compassion, c'est difficilement réparable, sauf s'il fait une dépression. Parce que la dépression va permettre de faire une brèche dans cette carapace, dans cette armure, et on pourra un tout petit peu faire en sorte de rentrer dans sa dynamique et dans son intimité. Sinon, lui aussi est devenu enfermement. Il est complètement prisonnier d'images qu'il doit donner à l'autre, d'images de dureté, d'images d'opacité, de mystère. Et il croit que ces ingrédients sont indispensables à la fascination qu'il opère sur autrui. Ce qui est vrai d'ailleurs.
parce que c'est l'opacité, son côté mystérieux, qui fait qu'il est fascinant. Mais il se prend à son propre piège parce qu'il se dévitalise. Bien souvent, il faut savoir que dans un divorce, par exemple, quand on quitte son pervers, il arrive fréquemment qu'on voit les pervers un petit peu, je dis ça, se clochardiser affectivement, se clochardiser moralement et perdre leur emploi. Parce qu'ils sont inertes, ils n'ont plus de vitalité, ils n'ont plus rien. Ils sont dévitalisés parce qu'ils ont perdu la source de leur énergie, c'est-à-dire leur source vitale, qui était leur victime. Alors on dit les tyrans et les pervers au masculin et au pluriel, mais on précise que les femmes ne sont pas exemptes de tyrannie et de perversion. Hein. Alors je vais vous dire que les femmes perverses sont redoutables. Elles sont parfois plus diaboliques que les hommes, parce qu'elles usent à la fois de la séduction, une très très grande séduction, et en même temps une froideur extraordinaire, ce qui fait que les hommes sont souvent sur leur charme, et on voit très fréquemment quand même des hommes perdre leur fortune à cause de femmes narcissiques. Et quand elles sont mères, elles font des ravages autour d'elles, non? Alors quand elles sont mères, c'est très difficile parce qu'elles ne font pas de place à l'autre. Et bien souvent, les enfants sont élevés par les grands-parents. C'est-à-dire élevés dans ce sens où l'affectif est ailleurs. Elle dit souvent, j'ai deux mères, j'ai ma mère et j'ai maman ailleurs. Comme si elle pouvait être mère, mais quelque part pas maman. Dans une famille, je voudrais savoir, Yvonne Poncet-Bonissol, quand même, parce que vous êtes aussi présidente de l'association de défense contre le harcèlement moral. Oui. On vient aussi discuter de ces questions-là, au sein du couple, au sein de la famille. Je vais ma réunion après vous. Je le sais, c'est pour ça j'en profite. Je vous garde encore le temps de cette dernière question. Est-ce que ça signifie que finalement, dans une famille où le tyran ou la tyrannique, que ce soit la mère ou le père, une fois que c'est comment dirais-je identifié, il faut dire quoi? Comment ça veut dire que la relation elle est vouée de toute façon à l'échec puisque c'est pourri depuis le début? J'ai envie de vous dire que depuis le début il n'y a pas de relation. Il n'y a que de la codépendance et de la fusion. Avec des enfants, des enfants autour. Parfois. Pardon? Je dis avec des enfants autour, parfois, dans ces couples, dans ces fusions-là. Oui, mais c'est bien souvent la victime qui fait en sorte que l'enfant garde toute sa vitalité. Néanmoins, quand le pervers s'en va, imaginons que ce soit le père pervers qui parte et qui abandonne souvent sa famille parce il rentre en guerre bien souvent pour avoir les enfants, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il s'en occupe plus. Il veut juste la garde des enfants pour ne pas payer de pension alimentaire. J'avais évoqué l'argent tout à l'heure. L'argent étant un phénomène très très important pour eux, parce qu'ils s'investissent dans la vie comme propriétaires. Ils sont propriétaires de leurs enfants, propriétaires de leurs femmes, propriétaires de leur entourage. Mais ils ne fonctionnent jamais comme des passeurs, c'est-à-dire comme des gens qui transmettent. Ils ne transmettent rien, ils ne font que prendre. Alors pour les enfants, c'est effectivement dramatique. Je sais plus trop où j'en étais. C'est tellement passionnant cette histoire. Non mais ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, à partir du moment où l'un des deux dans un couple est pervers avec des enfants, de toute façon, la famille est vouée à, j'ai du mal à le dire, mais plutôt à l'échec. Non, est vouée à l'éclatement. C'est pire. Pas à l'échec, mais à l'éclatement. Ça, c'est quasiment sûr. Parce que déjà, même si les parents restent ensemble, ils sont l'un à côté de l'autre, mais pas l'un avec l'autre. D'accord. Donc l'éclatement sera inéluctable. L'éclatement est là. Et bien souvent, celui qui ramasse les morceaux après, c'est la victime qui quitte cette peau de victime, cette peau de Cosette, et qui permet au fond de redonner aux enfants une vraie colonne vertébrale et une véritable estime d'eux-mêmes. Et de ne pas rester ni dans la posture victimaire et de ne pas être qu'un dommage collatéral. Voilà, surtout. Pour en finir avec les tyrans et les pervers dans la famille, c'est de vous, Yvonne Poncet-Bonissol, chez l'éditeur Chiron. Je vous laisse aller à votre réunion de l'association de défense contre le harcèlement moral. Merci beaucoup et vous revenez quand vous voulez dans cette émission Féminin Singulier. Vous serez toujours la bienvenue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se sépare quelques minutes et nous revenons sur ces questions qui sont importantes finalement, où on se rend bien compte que par amour, on peut pas tout accepter. Mylène Leroy, vous restez avec moi. Nous reprenons cette discussion juste après la pause que voici sur Parenthèse Radio. Réagissez dans Féminin Singulier au 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr.
Vous écoutez Féminin Singulier sur Parenthèse avec Oura.fr, le plus grand cybermarché sur Internet. Libérez-vous du temps pour l'essentiel. Faites vos courses en ligne. Vous écoutez Parenthèse ? Parenthèse vous écoute. Partagez vos expériences, exprimez vos émotions et participez en direct au 01 70 62 9000, le numéro de Parenthèse Radio, la nouvelle radio talk 100% famille. 01 70 62 9000. C'est important la famille. Merci beaucoup Isabelle d'avoir participé à notre rendez-vous. Laissez un message aux animateurs au 01 70 62 9000. J'aurais souhaité que vous parliez du problème des rapports. Pour connaître les fréquences de Parenthèse, 01 70 62 9000, le numéro de Parenthèse Radio. Parenthèse Radio. Parenthèse Radio. À Toulouse, sur 95. Au magazine Family, on sait que de la première tétée ou biberon au premier morceau à manger, on se pose bien des questions. Quels aliments lui donner, à quel âge, en quelle quantité, et aussi que faire s'il ne mange pas. Dans le dossier Family du mois de mai, nos experts guident les jeunes mamans pour leur éviter bien des soucis à l'heure des repas. Et comme Family est un précieux ami, ils leur rappellent aussi les bases de l'équilibre alimentaire d'un bébé. En cadeau ce mois-ci, le joli DVD Didou. Et comme Family pense à tout, 4 épisodes aideront les tout petits à apprendre à dessiner une maison, une fleur, une vache et un toboggan. On va vraiment s'amuser ce mois-ci dans Family. Parenthèse Radio. Talk 100% famille. Jusqu'à 19h, Féminin Singulier sur Parenthèse Radio avec Lila Essio. Mais je suis là, Céline. Céline est à la réalisation. Elle était inquiète d'un coup d'un seul. Non, elle était juste cachée derrière tous ces écrans d'ordinateur, en train de regarder quels étaient les mails qui nous arrivaient sur le site internet parenthèseradio.fr. J'attends aussi, pour tout vous dire, que Mylène Leroy, qui s'en est allée se repoudrer le nez, réintègre immédiatement ce studio. Et je vous rappelle donc que vous pouvez intervenir dans cette émission à tout moment. Le standard est ouvert. Lionel, Rémi sont à pied d'œuvre, ils ont leur casque sur les oreilles. 01 70 62 9000, 01 70 62 9000 et le site internet parenthèseradio.fr. Ce que nous disait tout à l'heure Yvonne Poncet-Bonissol sur les tyrans et les pervers dans la famille, ça fait peur quand même, mine de rien. Oui, non, mais ça fait peur. Enfin, moi, ce domaine-là, je le connais pas bien, mais elle avait tout à fait raison quand elle disait que finalement, les pervers, on ne pouvait pas les guérir, quoi. Si jamais nous, on reçoit un pervers en cabinet, on ne peut absolument rien faire pour lui. À la limite, on peut l'envoyer vers un psychiatre, mais c'est la seule chose qu'on puisse faire. Vous arrivez à dire, tiens, là, c'est plutôt personnalité... En général, oui, on le sent assez vite parce qu'ils parlent très vite de leur perversité, si vous voulez. Rien qu'au téléphone, on sait tout de suite si ce sont des pervers ou pas. Et en général, ce sont des personnes qui ne viennent pas en cabinet parce qu'ils sont vraiment, comme je disais tout à l'heure, satisfaits de ce qu'ils vivent dans leur sexualité, donc ils ne viennent absolument pas consulter. À la limite, ce qui va les exciter oui, c'est vraiment de cet ordre-là. Ce qui va vraiment les exciter, c'est la limite d'appeler un sexologue ou une sexologue et de raccrocher, quoi. Point barre. Ça va pas aller plus loin, donc en général ils viennent pas en cabinet. Oui, et puis vous n'avez pas de temps à perdre avec. Non, on n'a pas de temps à perdre avec non, c'est sûr. Donc sur cette question qui nous amène sur l'antenne de Parenthèse Radio, peut-on tout accepter par amour? Bon, on imagine bien, on pose la question comme ça de manière un peu naïve que non, on peut pas tout accepter, ou alors jusqu'où peut-on tout accepter? Alors, c'est vrai que de prime abord, pas par amour en général, hein, pas que par sexualité. On pourra faire après une pause sur ces questions-là, mais par amour au sens affection, grande affectivité. Posé comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à dire non parce qu'on pense tout de suite à toutes les dérives, que ce soit sexuelles ou pas, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, je voulais un peu mitiger toutes ces réponses parce que c'est vrai qu'on dit non finalement depuis le début. On peut finalement accepter certaines choses, je pense, si l'autre nous y amène sans manipulation, s'il nous y amène par découverte ou par plaisir, par exemple. Je pense que là, on peut être dans une certaine acceptation et finalement même adhérer par la suite à quelque chose qu'on ne touchait pas du doigt, pourquoi pas. Mais la soumission, le fait de subir, non, on peut pas accepter. Mais
je pense pas qu'il faille être aussi catégorique. Il y a pas que des pervers, il y a pas. Enfin là, on est vraiment dans le non depuis tout à l'heure, quoi. Mais pourquoi pas accepter des choses qu'on ne connaissait pas, tout simplement. Mmh. Avec le temps, avec l'amour, avec la découverte, avec la tendresse, tout ça, on peut finalement accepter des choses. Et on vient voir une sexologue pour justement dire, bon voilà, moi j'accepte pas telle pratique, quelle qu'elle soit. Oui. Il y a surtout moi c'est plus les femmes qui me disent qu'elles n'acceptent pas certains gestes, certaines paroles aussi. Ça va jusque là. Comme quoi être insulté pendant l'acte sexuel. Non, c'est pas forcément ça. Ça relève plus de problèmes d'ordre personnel, vraiment par rapport à leur histoire de vie. Et parfois leur partenaire peut leur donner un petit surnom qu'elles ne supportent pas, par exemple, des choses comme ça. Ça va être des petits riens plus chez les femmes. Non, ça va être plus des choses qui sont d'ordre sexuel. Il y a des hommes qui vont appeler leur femme mon sexe ou des choses comme ça, qui vont s'approprier un peu en utilisant des termes sexuels leur femme. Et ça, c'est quelque chose qu'elles n'aiment pas tout le temps. Il y a des femmes qui vont accepter, d'autres qui ne vont pas accepter. Mais c'est vrai qu'en général, ce sont plus les femmes qui se plaignent de subir des choses comme ça qu'elles n'accepteraient pas ou qu'elles n'ont pas envie d'accepter. Et malheureusement, ce qu'on entend aussi, c'est finalement j'ai accepté en me disant il va me foutre la paix pendant quelques jours ou pendant quelques temps, quoi. Et c'est là que ça devient un peu dramatique parce que la femme subit finalement, c'est comme un viol consenti. Enfin, c'est gros de dire ça, mais c'est un peu de cet ordre-là, quoi. Si j'accepte, il va me laisser un peu respirer. Et si j'accepte, il ne me frappe pas la tête. Et si j'accepte, on va pas s'engueuler après. Et vous essayez de donner quelle réponse? Parce que finalement, en créant ce type de précédent, le partenaire est pas au courant qu'il fait pas bien, qu'il fait pas ou plutôt mal, ou je sais pas comment il faut dire à ce moment-là de l'acte, mais en tout cas n'est pas au courant puisque de l'autre côté il y a une réponse qui a l'air plutôt favorable au demeurant. Je sais pas moi, un homme va pas se poser la question en disant mais est-ce que t'es sûr que je sais pas. Paradoxalement, il y a des hommes qui savent très bien que leur partenaire n'est pas en train d'éprouver du plaisir. Donc là, on a affaire à un pervers, non? Non, pas spécialement, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut vraiment prendre tout l'environnement affectif. Ça va beaucoup plus loin. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, d'un couple où la femme a l'impression de subir vraiment les relations sexuelles depuis une dizaine d'années. L'homme, finalement, l'aime tellement que les moments où elle se dit « je vais lui donner quelque chose parce que là, il me saoule », c'est vraiment de cet ordre-là. Je vais lui donner une partie de moi, un peu de mon temps. L'homme, même si il ressent bien que la femme n'a aucun plaisir, il va prendre ce petit moment parce qu'il aime sa partenaire et qu'il se dit pourquoi pas, peut-être que en faisant les choses, en mêlant nos corps, peut-être qu'il va se passer quelque chose et peut-être que là c'est le début d'une nouvelle histoire. Je pense pas qu'il y ait que des manipulateurs, c'est pour ça que je voulais un peu mitiger tout ça, parce que cet homme-là, par exemple, moi je l'ai reçu en cabinet, il est absolument pas manipulateur, il est absolument pas vous n'en savez rien non plus dans l'absolu. Si, parce qu'on le sent quand même, il y a un moment donné où on sent qu'ils sont en train de jouer, ou qu'ils essayent même de nous manipuler, donc là on le sent vraiment qu'on n'est pas dans cet ordre-là. C'est un homme qui aime sa femme, ça peut arriver, ou une femme qui aime son mari. J'espère bien. C'est vraiment quelqu'un qui aime sa partenaire et qui se dit voilà, finalement je profite des petits moments qu'elle veut bien me donner et même si je me rends compte qu'elle ne prend pas vraiment de plaisir, j'espère que pendant la relation elle va à un moment donné réussir à avoir du plaisir. Toute l'actu de la famille, féminin singulier, avec Lila Essiou. Ça veut dire aussi réveiller le désir, mais en même temps c'est une histoire quand même qui se fait à deux, cette histoire, parce que peut-on tout accepter par amour? Je veux dire, on peut accepter à condition que les deux aient énoncé leur désir, aussi bien côté monsieur que côté madame, ou mademoiselle ou jeune homme. Bien sûr, mais la difficulté vient du fait que déjà le désir n'est pas énoncé. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux en général pour ces couples-là. Un homme va profiter par exemple de ces petits moments que sa femme veut bien lui donner, sachant que de toute façon elle n'a pas de plaisir, elle va lui en vouloir en le culpabilisant, en disant tu vois, tu ressens bien, tu vois bien, à travers par exemple une non-lubrification,
que je n'ai pas de plaisir et pourtant tu continues. Oui, bien sûr, mais elle prend ça comme exemple pour lui montrer, par exemple, qu'elle n'a vraiment pas de plaisir avec lui, et lui se dit oui, mais j'espérais qu'il se passe quelque chose. Et en fait, on est dans un cercle vicieux parce qu'après ça, elle va lui en vouloir d'avoir continué d'avoir un rapport sexuel alors que elle l'avait consenti au départ. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Ça va chercher plus loin, non, peut-être? Bien sûr, et souvent c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, lié à une histoire personnelle, il y a un vécu, alors que ce soit avec les parents, que ce soit avec d'autres partenaires, mais c'est vrai qu'en général, il faut aller chercher plus loin. Et contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, en consultation en sexologie, on parle finalement très peu de sexualité, à part quand... oui, c'est pas... On parle tricot, point de croix. Non, c'est pas ça, mais le nœud n'est pas forcément que sexuel. Il faut vraiment prendre en compte... Le nœud, c'est quand même un peu sexuel. Je vous ai eu là, sur ce coup-là. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Par exemple, il y a des couples qui viennent vous voir en disant, bon bah voilà, on partage pas assez les tâches ménagères, alors moi je le punis. Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr, il y a des femmes qui punissent leur mari en disant, enfin, ceinture. Voilà, exactement. Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça à temps, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, tu ne t'es pas comporté comme je t'ai demandé, tu es malade et tu ne te soignes pas, donc maintenant viens pas te plaindre, donc voilà, bam, ceinture, c'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, finalement, elles en souffrent elles-mêmes. Elles me l'avouent seules que finalement c'est une manière de punir leur partenaire. Non, moi leur partenaire n'est pas leur enfant en même temps. Enfin bon, je sais pas. Vous arrivez à le dire ça aussi ou oui, moi vous sentez pas dans votre rôle? Non. Moi, quand je reçois des couples où je sens qu'il y en a un qui domine plus que l'autre. Puisque tu n'as pas fait la vaisselle, que nenni. Voilà, j'ai pas dit autre chose. Hein. Je me permets de le dire. Après, je peux utiliser aussi l'humour. Je peux essayer de dédramatiser. Mais parfois, je peux essayer de faire comprendre à la personne sans être dans un jugement, parce qu'on n'est jamais dominé ou dominant par hasard. C'est aussi une histoire de vie qu'il y a derrière. Mais j'essaie de faire comprendre à la personne que là, il y a peut-être un souci et que elle en a peut-être aussi marre d'être maman et qu'elle aimerait bien rencontrer quelqu'un qui soit plus mâle pour elle. Et voilà, peut-être qu'elle a tout simplement envie de changer de vie, quoi. C'est souvent ça qui se répète, c'est je t'en veux, je vais te faire culpabiliser, tu n'auras pas de relation sexuelle avec moi, mais souvent les personnes oublient de se regarder elles-mêmes et de se poser les vraies questions. Mais qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Où je veux aller avec cette personne et où je veux aller moi? Et en consultation, vous arrivez à lever comme ça quelques... Oui, à partir du moment où je sens que la personne est assez ouverte, oui, je pose la question tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, vous lui en voulez pour ci, oui, il n'avance pas assez vite, oui, il est comme ça, mais est-ce que vraiment vous vous sentez prête à continuer avec lui? Pourquoi vous venez me voir aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez continuer à maintenir un désir entre vous, retrouver un désir dans votre couple, ou est-ce que vous voulez changer de vie et ne plus être la maman de cet homme avec qui vous êtes depuis 20 ans? Et est-ce que finalement, c'est pas aussi cette question de la longévité des couples qui aujourd'hui finalement est plus aussi importante qu'il y a quelques années où on rencontrait je sais pas, son futur mari au lycée et puis voilà quoi, il s'était parti jusqu'à la fin de la vie de l'un ou de l'autre. C'est vrai que on en revient toujours au même, à ce qui est des normes et des statistiques. C'est vrai qu'il y a des personnes, hommes comme femmes, qui viennent me dire mais finalement moi je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'expérience et j'ai envie d'être infidèle, non pas parce que je n'aime pas ma partenaire ou non pas parce que je m'ennuie avec elle, mais tout simplement parce que j'entends autour de moi qu'il y a eu autant de partenaires, qu'il y a eu autant de pratiques, et j'aimerais ne pas mourir sans avoir vécu tout ça, quoi. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la performance. Et pour moi, c'est vraiment pas des conseils que je leur donne, par exemple. Au contraire, on essaie d'éviter d'être dans cette notion de performance, dans ces statistiques, en leur faisant prendre C'est le syndrome conscience. Koh-Lanta. C'est-à-dire le syndrome. Alors je sais plus trop. Je me tourne vers mes assistants là. C'est la fameuse série là. Oui, je vois ce que c'est, mais où on met à l'épreuve son couple. Non, c'est pas ça. Dans des conditions. Oui, merci de me corriger, Céline. Au moins, elle suit, c'est l'île de la tentation, je voulais dire. Non, mais je voyais pas la. Non, mais je sais bien. Non, mais je n'ai peur de rien, la preuve. Vous savez. Oui, c'est ce syndrome-là où on a envie justement d'aller mettre un peu à l'épreuve. C'est pas vraiment le même syndrome parce que l'île de la tentation, les deux partenaires sont au courant de ce qui se passe. En général, l'aveu
de ces envies d'infidélité se fait... C'est plutôt unilatéral. Voilà, se fait quand je rencontre ou la femme ou l'homme seul. On se dit pas, oh si on se trompait. Oui, non, ça, les gens qui osent s'en parler ne viennent pas consulter. Ils viennent pas consulter, ils vont dans des clubs d'échangistes. Oui, enfin, il n'y a pas que les clubs échangistes pour tromper son partenaire. On peut aussi avoir une vie adultérine, entre guillemets. Oui, non, mais quand je disais les deux ensemble, quand les deux ensemble, on s'attire. Oui, mais il n'y a pas que les clubs. On peut très bien avoir des amis. Sans doute, je vois bien que je suis pas méga calée sur la question. En même temps, je ne demande pas à parfaire ce pan-là de mon éducation, mais justement, parlez-nous-en. Non, mais cette façon de mettre à l'épreuve son couple. Je citais ce programme télé que je connais pas du reste et à mauvais escient. Merci Céline de m'avoir sauvé de ce mauvais pas. Est-ce que ça veut aussi dire que finalement les uns les autres, nous les nanas, les mecs, on a une méconnaissance de notre alchimie, de nos phéromones, comme ça, de nos hormones sexuelles. Ah oui, il y a une méconnaissance. Et que du coup, on part en sucette au moindre truc. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a à la fois la méconnaissance de son corps, qui est vraiment... moi, j'ai même halluciné quand je me suis installée, parce que je pensais que quand même, à travers tout ce que j'entendais, à travers tout le travail que moi, j'avais pu faire personnellement et au niveau de mes études, que finalement, les gens venaient... par rapport à des symptômes très précis, mais qu'il y avait quand même en deçà une certaine connaissance de leur corps. Et je me rends compte que non. Il y a une méconnaissance vraiment de choses qui peuvent paraître finalement très simples ou très abordables, quoi. Donc déjà, il y a ça, et à côté de ça... L'anatomie, par exemple. L'anatomie, par exemple, ouais, bien sûr. Il y a des hommes qui viennent en consultation qui ne connaissent pas... je vais aborder certaines choses pensant que eux savent de quoi on parle, par exemple de la caresse, le cunnilingus ou caresser le clitoris ou la vulve. Et bien, je vois qu'ils me regardent avec des yeux grands ouverts en me disant mais c'est quoi le clitoris, par exemple, alors que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils sont avec leur partenaire et ils ne savent ni situer ni ce qu'est le clitoris. Vraiment ? Vraiment. Bon. Ça me laisse sans voix. On aura quelqu'un qui souhaite intervenir dans quelques minutes sur cette antenne de Parenthèse Radio. On se sépare quelques minutes et puis nous revenons sur ces questions cruciales de où c'est donc l'anatomie. À tout de suite. 17h, 19h, Lila ICU sur Parenthèse Radio. Vous écoutez Féminin Singulier sur Parenthèse avec Oura.fr, le plus grand cybermarché sur Internet. Libérez-vous du temps pour l'essentiel. Faites vos courses en ligne. 9h, 11h, Laurence Perrault sur Parenthèse Radio. Je vous donne rendez-vous demain dès 9h pour une spéciale astrologie. Est-ce que les astres peuvent expliquer la vie de couple ou les rapports parents-enfants? Réponse demain dès 9h dans Les Petits Loups. Appelez-moi au 01 70 62 9000 avec les dates, heures et lieux de naissance des deux personnes dont vous voulez les thèmes astro ou écrivez-moi sur parenthèseradio.fr. 9h-11h, Les Petits Loups sur Parenthèse Radio. À demain sur la seule radio talk 100% famille. Parenthèse Radio. En Ile-de-France, à Melun, sur 97.6. Parole de maman, enfin un magazine qui donne exclusivement la parole aux parents. Dans chaque numéro, retrouvez leurs bons plans, leurs astuces, leurs histoires et des conseils de pros. Parole de maman, votre magazine en kiosque pour 2,90 € seulement. Et si vous étiez la prochaine maman rédactrice, rejoignez la communauté des parents sur notre site internet www.paroledemaman.com. Parole de maman, le premier magazine à lire et à écrire. Parenthèse Radio. Un prénom, une histoire, Valérie de Rivière. Cette semaine, chers parents, je vous ai trouvé un prénom tout nouveau, tout beau qui apparaît de plus en plus sur les faire-part de naissance. Il s'agit de Lina. Lina est le diminutif de Adelina qui vient lui-même du latin Adeline. Dans les pays de langue anglaise, il est parfois considéré comme le diminutif d'autres prénoms se terminant en Lina, tels que Carolina ou Angelina. Alors qu'en France, il existe comme un prénom à part entière. Lina est le 279e prénom le plus attribué du XXe siècle et arrive en 40e position pour l'année 2007. Sachez qu'elles sont environ 18 000 Lina en France depuis 1900. Si Lina connaît un tel engouement aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'associe à la vague des prénoms féminins courts se terminant en A et qu'elle nous change un peu des Léa, Lola et Clara. Chère maman, si vous attendez une petite fille, n'hésitez pas plus longtemps pour son prénom et optez pour Lina.
pleine d'inattendus, Lina est un peu comme une pochette surprise. On ne sait jamais si elle va exploser ou se mettre à chanter. Rapide dans l'action, elle a du mal à tenir en place. Son intelligence est vive, ce qui donne à Lina un sens de la répartie inégalable. Extravertie et affectueuse, Lina sera un être attachant avec qui vous aimerez partager votre vie. Bonne fête à toi, Lina, le 20 octobre. Parenthèse Radio. Talk 100% famille. Féminin singulier sur Parenthèse Radio. Intervenez au 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr. Merci d'être resté avec nous sur Parenthèse Radio, la seule radio 100% talk famille. Avec mon invité Mylène Leroy, nous continuons à évoquer ce que l'on peut accepter par amour, jusqu'où on peut aller, jusqu'où nous ne pouvons pas aller. Yvonne Poncet-Bonissol, qui est psychanalyste et aussi auteur, est venue nous dire comment on pouvait débusquer les tyrans et les pervers dans la famille. Catherine Picard, présidente de l'UNADFI, nous a parlé aussi de cette de l'Union nationale de défense des familles et individus victimes des sectes, un travers sur lequel on peut tomber également. Et nous rejoint sur l'antenne de Parenthèse Radio une auditrice qui a joint spontanément le standard à 01 70 62 9000. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Qui est avec nous sur l'antenne? Maria. Soyez la bienvenue, Marie. Alors dites-nous ce qui vous amène. En fin de compte, j'ai une amie qui m'a appelée, elle écoutait votre station et elle m'a dit d'écouter parce que ça me concernait. En fin de compte, il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai rencontré quelqu'un. On est resté 9 mois ensemble et au bout de 9 mois, je suis tombée en dépression et je suis tombée sur des bouquins où j'ai plus ou moins découvert la pathologie de mon ami et je pense qu'il est un petit peu pervers. Enfin, il a des comportements d'un pervers en tout cas et d'un manipulateur. Vous avez réussi à vous en sortir comme ça toute seule ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on tombe pas en dépression. Il s'est passé que on s'est renfermés sur nous-mêmes déjà en tant que couple hein, parce qu'on était dans une réelle fusion tous les deux hein, et puis en fin de compte il a fini par me mettre un petit peu à l'écart de tous mes amis et ce qui faisait qu'au bout d'un moment je ne voyais absolument plus personne. Hein. C'est important, hein. Elle décrit exactement, Marie, je me tourne vers Mylène Leroy, elle décrit exactement l'emprise du pervers, parce que du coup, ce qui s'est passé pour Marie, c'est vous avez été coupée de vos amis, c'est ça? Petit à petit. De certains, oui, de certains j'ai été coupée, où en plus il me mettait un petit peu la pression en me demandant de choisir entre certaines personnes et lui-même, et pour moi c'est absolument pas possible, ayant déjà une vie sociale avant qu'il intervienne dans ma vie et malgré tout pour protéger notre histoire j'ai fini par espacer les appels auprès de certains amis, par moins les voir et je me suis retrouvée au mois de juillet dernier en fin de compte à rester pendant 3 semaines à la maison à attendre qu'il rentre du travail et puis moi j'attendais à la maison comme une imbécile quoi et je voyais absolument plus personne et j'ai passé 3 semaines vraiment enfermée chez moi à l'attendre. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic? Le déclic qui vous a fait comprendre que là vous étiez enfermé dans une histoire qui allait vous manger toute crue? J'ai eu plusieurs déclics. Un premier qui a eu lieu au mois d'avril à peu près, où j'étais en vacances chez une amie et qu'il n'arrêtait pas de m'appeler à longueur de journée. Il m'appelait. Il voulait savoir où j'étais, avec qui j'étais, et à chaque fois les conversations devaient durer 1 heure voire 2 heures. Et puis moi c'était pas possible. J'étais en vacances, donc les personnes ont commencé un petit peu à m'alerter. Et puis ça m'a mis après d'avril jusqu'à peu près juillet. Bon, j'étais en alerte par ces personnes. Et puis finalement vous avez un entourage bienveillant, Marie? Oui, j'ai cette chance-là, ouais, énormément. Et en fin de compte après au mois de juillet, au mois d'août j'ai appris que j'étais enceinte de lui et là je me suis dit c'est pas possible que j'ai un bébé de lui, je sais pas ce que je souhaitais et je souhaitais pas avoir d'enfant de toute façon donc il a fallu prendre une décision et la décision elle a été radicale, c'était de couper les ponts avec lui, au moins de se séparer parce que 9 mois plus tard je suis toujours en contact avec lui et j'ai du mal à me séparer et me dire qu'il sera plus dans ma vie, ça c'est quelque chose qui m'est absolument insupportable. Alors Yvonne Poncet-Bonissol, si vous l'avez entendu tout à l'heure sur notre antenne, disait
qu'on ne divorce jamais d'un pervers, sauf si avant on a fait, je ne sais pas s'il faut dire le travail, en tout cas la démarche de bien dire, de travail de deuil. Vous me dites Mylène Leroy, mais aussi de lui dire à lui devant témoin qu'il y a ça qui ne vont pas dans son comportement. Pas forcément devant témoin, mais je pense qu'elle n'arrivera à couper les ponts, et c'est vraiment important qu'elle arrive à un moment à couper les ponts de manière définitive, parce que là on sent qu'il y a quand même encore une emprise. Ouais. Elle le dit, elle dit qu'elle est toujours en contact. Voilà. Pas forcément devant témoin, mais qu'elle se sente enfin prête à lui dire stop. Qui est témoin ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est son senti, c'est son ressenti, et qu'elle ose s'affirmer et reprendre sa vie en main, parce que je suis persuadée qu'il a dû porter aussi atteinte à sa féminité, parce que rester enfermé, ne plus avoir de vie sociale, etc., il a dû aussi vous empêcher de peut-être d'être un peu sexy, ou de vous maquiller, ou non, ça pas trop, mais sur notre relation, il a joué où j'ai pris énormément de poids en 9 mois par contre. Bah voilà, c'est porté atteinte. C'est porté atteinte à votre féminité là. Mais il faut vraiment faire un travail. Je pense que vous pourriez aller voir un psychothérapeute, par exemple, pour vous essayer de... C'est prévu pour samedi. Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Ça y est, ouais. C'est très bien, c'est vraiment important, parce qu'il y aura un problème après de confiance en quelqu'un d'autre, en un nouveau partenaire, et il faudrait pas vous infliger une double peine. Vous avez déjà eu une peine avec lui, c'est-à-dire vous êtes tombé malencontreusement sur quelqu'un qui a profité de vous, de votre générosité, de votre vitalité, comme le disait tout à l'heure, je me rappelle plus de son nom. Yvonne Poncet. Voilà. Mais il faut pas vous infliger une double peine en maintenant ne plus avoir confiance en quelqu'un d'autre, quoi, si vous voulez. Oui. Marie, j'ai envie de vous demander, parce que j'entends qu'on essaye de vous appeler de l'autre côté, mais tant pis, on est, parenthèse radio est prioritaire, voilà, si je puis me permettre. Oui. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Parce que vous avez dit que vous étiez encore en contact. Ça veut dire que vous n'avez pas changé de numéro de téléphone, vous continuez à rester 1 heure au téléphone, à écouter, à faire semblant d'écouter. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous défaire? Il y a quelque chose qui vous séduit encore? C'est pas que je suis séduite, je pense que c'est surtout le fait que si je continue de l'avoir au téléphone, c'est que je pense qu'il m'aime vraiment profondément, j'en suis même sûre à 100%, et de ce fait-là, j'ai peur de pas retrouver quelqu'un qui m'aime aussi fort que lui-même. Et puis j'ai plus confiance en moi-même, et j'ai peur de ne pas plaire à quelqu'un d'autre aussi. J'ai eu une grosse perte de mon estime de moi avec cette relation-là, en tout cas. Oui, en même temps, aujourd'hui, vous avez bien conscience, puisque samedi, vous allez voir le monsieur ou la dame, mais c'est une très bonne chose, parce que finalement, vous vous rendez compte que vous êtes encore sous le joug de cette personne qui vous contrôle, et donc vous vous dites finalement je vais plus pouvoir plaire, et même si j'ai 5, 10 ou 20 kilos de trop, lui ça me va, mais ça va pas, je me permets d'où je suis, en même temps je vais pas jeter l'opprobre sur quoi que ce soit, mais en même temps vous ne pensez plus à vous, là, plus du tout à vous. J'essaie de repenser à moi, parce que j'ai des amis j'ai cette chance-là, j'ai des amis qui me poussent au derrière pour justement aller mieux et faire des efforts, sortir et rencontrer du monde. Malgré tout, je suis toujours à penser à lui, et puis à me dire est-ce qu'il pourrait pas se passer quelque chose. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, et ouais. Ça veut dire que c'est pas vraiment fini, vous continuez à le voir? La dernière fois que je l'ai vu, ça remontait au week-end de Pâques. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, en ce moment, il est en train de se jouer quelque chose d'autre, où depuis une quinzaine de jours, il m'a dit qu'il ne voulait plus souffrir, car pour lui, je l'ai fait souffrir ces 8 derniers mois. Hein. Et donc, il veut mettre un terme un petit peu, mettre en tout cas entre parenthèses notre histoire pour savoir où est-ce qu'il en est. Et malgré tout, il sait qu'il me fait souffrir dans ce qu'il a pu dire. Et maintenant, c'est vous qui ne voulez pas, c'est ça? Mais je veux pas, parce que j'ai peur de pas séduire ailleurs, c'est ça le problème. C'est si j'étais sûre que je pouvais reséduire quelqu'un d'autre, je pense que j'en profiterais, étant donné que j'ai pu lui dire moi aussi de mon côté des choses assez difficiles ces derniers mois, principalement il y a de ça encore 2 mois, où je lui disais où il m'appelait et qu'il me demandait si je pensais à lui, hein, et que je lui disais non, je pense pas à toi, j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mon travail, et à ce moment-là je ne pense pas à toi. Je suis allée jusqu'à lui dire qu'il me
dérangeait alors que j'étais en soirée avec des amis. À certains moments, je suis dans la capacité de lui dire zut, laisse-moi tranquille. Et là, maintenant qu'il est en train de se mettre en retrait vis-à-vis de moi, en train de me dire que ça va peut-être s'arrêter là, eh bien moi je le vis comme une seconde séparation au jour d'aujourd'hui. Mylène Leroy, ça peut durer indéfiniment. Ça peut durer indéfiniment. Là, il faut vraiment que vous preniez conscience qu'encore une fois, c'est lui qui manipule et c'est lui qui joue avec vous. C'est-à-dire qu'il a très bien conscience qu'en vous disant « j'ai envie de m'éloigner », vous allez encore plus penser à lui. Donc finalement, lui, c'est un jeu. Je dis pas que c'est quelque chose de forcément conscient, mais la meilleure des choses et la meilleure des manières de passer à autre chose, c'est de vous prendre les décisions et de ne surtout pas attendre que ça vienne de lui. Parce que là, vous êtes vraiment dans un cercle vicieux, vous êtes finalement tiré par des ficelles par cet homme et vous posez même la question, est-ce que je vais pouvoir séduire ailleurs? Mais de toute façon, tant que vous serez accroché comme ça à lui, tant que vous serez manipulé, vous n'aurez pas conscience de votre réelle personnalité, vous n'aurez pas confiance en vous. Parce que c'est pas de l'amour, là. C'est pas de l'amour. Moi, quand elle a dit tout à l'heure, il m'aime à 100%, à 2000%, je sais pas, j'en suis sûre. Non, ça n'est pas de l'amour. C'est-à-dire qu'il vous donne en ce moment, et il vous a donné pendant votre relation, tout ce que vous attendiez de quelqu'un, par manque affectif, par exemple. Et il a su lire en vous, si vous voulez. Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Je pense qu'avec le travail avec le psy sera très important et il vous apportera beaucoup, mais vraiment ce qui est essentiel, c'est de pas le laisser prendre en main. En même temps, c'est difficile parce que nous, on est en train de prodiguer nos conseils à Marie, qui arrive pour partager avec nous son histoire en disant ouh là là, mais c'est pas si simple parce que ça va aussi chercher ailleurs et on a le droit d'attendre d'être aimé, de vouloir être aimé. Bien sûr, mais là, c'est pas entre guillemets, c'est pas l'amour qu'elle mérite et c'est pas l'amour qui va lui apporter un épanouissement finalement. Donc, Marie, vous sentez quand même que c'est pas de l'amour respectueux ce que vous vivez? Non, au début je m'en rendais pas compte et c'est au bout des 9 mois de relation avec lui et puis à comptabiliser un petit peu entre guillemets tout ce qui s'était passé entre nous où je me suis dit non, c'est pas par amour, je pense pas que quelqu'un puisse vous insulter de tous les noms et puisse vous interdire de voir des gens, puisse vous interdire de sortir, vous demande d'être auprès de lui à 100% et d'être dans la fusion, alors que moi je ressentais depuis quelques mois quand on s'est séparés que je ressentais le besoin de retrouver mes amis et d'avoir une vie sociale que je n'avais plus à cause de lui. Donc c'est vrai que ça reste très compliqué et aujourd'hui de toute façon j'ai envie de changer. Et c'est bien pour ça que je me suis pris en main. Bon, c'est vrai, poussé par les amis aussi, mais je veux vraiment que ça change. Mais poussé par vous aussi en premier, déjà, parce que poussé par moi en premier, mais je pense que maintenant le fait d'avoir fait le premier pas vers un psy, de toute façon, va m'aider à aller encore plus de l'avant. Hein. Et vous n'hésitez pas au psychothérapeute que vous aurez en face de vous à dire que vous avez besoin d'aide et où vous en êtes, hein, parce que les psychothérapies fleuves, vous savez, ça peut durer des années et des années. Hein. L'idée aussi, c'est de mettre le curseur précisément là où est votre problème, si je puis me permettre. Mylène Leroy acquiesce, donc je pense que je fais pas fausse route et vraiment de dire c'est ici qu'est mon problème et c'est là que voilà et de faire en sorte que ça vous nourrisse vous et que vous puissiez sortir de cette relation qui n'en est pas une en vérité. Oui, tout à fait. Marie, merci beaucoup d'être venue partager. Non mais je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec nous votre expérience de vie. Féminin singulier, vous êtes ouvert. C'est l'auberge espagnole, c'est les questions poupées russes et j'en ai d'autres encore comme ça. Merci beaucoup et bonne continuation, Marie. Merci. Toute l'actu de la famille, Féminin singulier avec Lila Essiou. Quelques minutes encore de ce féminin singulier, c'était important ce témoignage. C'est pas facile non plus de dire aux uns et aux autres, voilà, c'est ce que je vis, parce que Marie vient de nous le dire, elle a bien conscience de la relation qu'elle vivait. Elle s'apprête à aller consulter. Est-ce que ça suffit? Parce que moi je me dis des fois on n'est pas obligé de partir non plus pour une psychothérapie qui va retracer la genèse de notre vie avant notre venue au monde et autres quoi. Déjà, Marie a réussi à en parler parce qu'elle est plus ou moins sortie des griffes de cette personne-là. Elle est aussi aidée, elle a cette chance-là, comme elle le disait. Après, pour ce qui est des psychothérapies, elles sont pas toutes très longues. Il y a des psychothérapies qui sont assez brèves,
qui peuvent durer une 30aine de séances, qui est pas en soi très très long et qui peuvent vraiment aider une personne qui en a besoin. Il faut pas confondre la psychothérapie avec la psychanalyse, par exemple, qui là peut durer 10 ou 15 ans. La psychothérapie, vous allez chez un psy qui vous convient, il faut surtout pas hésiter à changer si la personne. C'est ce que je dis à Marie qui doit toujours être à l'écoute de Parenthèse Radio. Vraiment, je veux dire, un psychothérapeute, on peut commencer. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment un bon fit, comme on dit, et y aller parce qu'on y va. Parce qu'on se sent en confiance et parce qu'on se sent aider vraiment. Sinon, il faut absolument changer parce que ça ne mènera à rien si on est angoissé ou si on n'ose pas lui parler, etc. Mais une psychothérapie brève, ça existe et on peut très bien, au bout de quelques séances déjà, sentir les changements en nous. Donc c'est important qu'elle ait fait cette démarche-là. C'est vraiment très bien pour elle. De ce qui pousse. En tout cas, merci beaucoup Marie. Et puis on vous suivra pas à pas. En tout cas, c'est vous qui allez nous suivre et nous dire ce qui se passe. Donc finalement, on peut pas répondre à cette question. On l'a lancé comme une question d'un sujet de philosophie. Peut-on tout accepter par amour? On le sait bien que non, on peut pas tout accepter. Mais il y a des petits compromis aussi quand même qui font que... Il y a des petits compromis, il y a les histoires de vie qui sont vraiment uniques. Il y a chaque histoire, finalement, le couple, c'est une corrélation, c'est une collision entre deux personnes qui font que tout ça va être vraiment unique, vraiment exceptionnel, vraiment magique. Et on peut pas répondre à une question comme ça assez vaste en soi et dire oui ou non. On peut pas être catégorique. Il faut vraiment prendre en compte tout un environnement au niveau du couple, au niveau personnel, pour pouvoir aider, guider la personne ou avoir une réponse à cette question. Et on peut pardonner aussi, ça dépend. Ça c'était une question de il y a 15 jours dans Féminin Singulier. Merci beaucoup Mylène Leroy, sexologue de votre état. Merci d'avoir participé à ce Féminin Singulier. On a appris plein de choses. Merci à Catherine Piécard, merci à Yvonne Poncet-Bonissol, merci à monsieur Verrier, professeur de philosophie Pascal Verrier. Merci à vous Marie pour votre témoignage. Merci à tous les témoignages qui sont parvenus par le site internet. Isabelle, Irène, Mylène et j'en oublie, Antonella et qui d'autre encore, Jacques. Merci beaucoup Féminin Singulier. C'est terminé. À suivre le point météo, le flash d'information et la suite de nos programmes sur Parenthèse Radio, la radio 100% Talk Famille. Bonsoir. Parenthèse Radio. Talk 100% famille. C'était Féminin Singulier, présenté par Lila Aissio sur Parenthèse Radio, avec Oura.fr, le plus grand cybermarché sur Internet. Et si vous passiez votre temps à ne plus faire les courses? Assos et vous sur Parenthèse Radio. Bonjour, c'est Roxane. Retrouvez-moi sur Parenthèse Radio tous les samedis de 11h à 13h pour l'émission Assos et vous. Assos et vous sur Parenthèse Radio. Toute la famille en parle. Parenthèse Radio. Parenthèse Radio. À 3 sur 93.4. Au magazine Family, on sait que de la première tétée ou biberon au premier morceau à manger, on se pose bien des questions. Quels aliments lui donner, à quel âge, en quelle quantité, et aussi que faire s'il ne mange pas. Dans le dossier Family du mois de mai, nos experts guident les jeunes mamans pour leur éviter bien des soucis à l'heure des repas. Et comme Family est un précieux ami, ils leur rappellent aussi les bases de l'équilibre alimentaire d'un bébé. En cadeau ce mois-ci, le joli DVD Didou. Et comme Family pense à tout, 4 épisodes aideront les tout petits à apprendre à dessiner une maison, une fleur, une vache et un toboggan. On va vraiment s'amuser ce mois-ci dans Family. Le temps de demain, Rémi. Oui, demain matin, il y aura de la pluie sur le quart nord-est, la Bretagne. Il est tout triste quand il dit ça, j'adore. Oui. Ça peut pas faire beau, Lila, je suis désolée. Il fera pas beau sur le quart nord-est, donc la Bretagne, la Normandie et les Pyrénées-Atlantiques. Sur le reste du pays, le ciel sera voilé avec un petit peu de soleil par-ci par-là. Les températures 3 degrés à Clermont-Ferrand, minimum 5 à Orléans, 6 à Troyes et Aix-en-Provence et le maximum 11 à Marseille.